Et donc, nous allons accueillir Margarida Romero, qui va s'installer au micro. Donc, je vous propose de vous lever, question d'étirer les jambes, etc., mais aussi pour faire une petite enquête de qui êtes-vous avant qu'on commence. Ok, donc levez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez vous étirer. Ok. Voilà. Ok, c'est le moment de dire, voilà, le moment d'étirer, de toucher la personne à côté, même des deux côtés si vous avez de... Ok. Et avant de vous asseoir, une dernière chose, repérez qui sont les enseignants autour de vous. Donc, repérez qui entre vous est enseignant ou déclarez-vous, je suis enseignant. Donc, qui sont les enseignants autour de vous. Hop. Oh, ça c'est fermé. Ok. Pour les enseignants, ceux qui font du jeu en classe, déclarez-vous également, vous dites, moi je joue à, ok, donc est-ce que c'est un jeu de table, etc. Dites aux autres, qu'est-ce que vous faites comme jeu, donc autour de vous. Parfait, excellent. Et là, vous avez eu votre... voilà, j'espère que tout le monde a un petit peu oxygéné. Idéalement, on aurait fait un petit peu d'exercice ou autre chose, mais voilà, je suis la présentation qui vous empêche ensuite pour partir la pause déjeuner. Je l'ai mis sur Twitter, donc j'invite à ceux qui sont sur Twitter également à réagir. Hop. On va voir si ça s'ouvre. Excusez. Ça ne s'ouvre pas. Voilà, donc j'appelais ça jouer pour apprendre. Donc je remercie les organisateurs d'Eidos, donc l'atelier Canopée 64, donc Myriam et tous les collègues, et de cette invitation. Donc les jeux, je l'entends de manière très large. Donc, un premier élément sur lequel je voudrais également vous partager, c'est de dire, c'est pas que des jeux numériques. Donc, on conçoit les jeux comme une manière d'explorer le monde. Donc, qui peut être avec plus ou moins de règles, donc comme nous le rappelait notre collègue Michael Onfray, donc c'est-à-dire on est en train d'interagir face à un ensemble de règles et parfois ces règles on les crée, donc parce qu'on est en train de créer un jeu quand on est à l'école. Dans la cour d'école, on peut s'imaginer créer un jeu. Quand on est à la maison, on s'imagine des jeux et on crée les règles d'une manière générative, ou on peut s'engager dans des jeux qui sont déjà avec des règles qu'on pourrait détourner. Donc, cette idée des jeux, elle est très large et c'est pour ça qu'on fait appel aussi à l'inaction, qui est cette manière d'apprendre en faisant des interactions avec les éléments autour de nous. Et parfois créatif. Donc, parfois, on est face au jeu dans une approche de consommation fermée dans laquelle on ne peut rien changer. Et parfois, on est dans une démarche créative. Et c'est cette démarche-là et aussi les gâteaux à la carotte dont on va parler dans cette présentation. Okay. Donc, vous avez entendu bien, ouais, des gâteaux à la carotte. Mais avant, certains d'entre vous vous dites, elle a un accent, c'est bizarre, d'où vient cet accent? Je suis à Nice depuis 2 ans, mais ce n'est pas un accent niçois. Hein? Okay. Ici, à Pau, vous connaissez, donc c'est un accent plus voilà, ibérique, hein, donc pour ne pas rentrer dans les aspects politiques qui fâchent. Okay. Et puis, j'ai acquis quelques mots au Québec, donc j'ai passé 4 ans là-bas, pas assez froid, mais passé beaucoup de plaisir dans les écoles là-bas. Il y a la faculté des sciences de l'éducation. Donc, je vais vous présenter d'abord les laboratoires d'innovation et numérique pour l'éducation, donc à l'Université Côte d'Azur, et ensuite, démystifier quelques idées autour du jeu, donc du jeu pour apprendre. Donc, c'est une idée très ancienne, que comme c'est beaucoup d'innovation, en fait, c'est des fausses innovations. Peut-être ce qui est une innovation, c'est organiser l'éducation de la manière dont elle existe actuellement.
Parce que si on tient compte d'une échelle beaucoup plus large, qui est une échelle de l'humanité, la manière dont on a appris, elle était beaucoup plus proche de ce qu'on considère aujourd'hui innovant, c'est-à-dire par projet, en équipe, parfois en interage et d'une manière créative. Okay? Donc, c'est aussi prendre de la perspective pour ne pas considérer la recherche en éducation uniquement dans les 60 dernières années, mais considérer l'éducation dans une perspective beaucoup plus large. Et parler ensuite de la mécanique d'apprentissage par les jeux et des exemples qui pourraient, vous enseignants, vous interpeller. Donc, il y a ici en face, à 5 lignées de là, les premiers enseignants avec lesquels j'ai travaillé en arrivant en France. Donc, comment j'ai fait? C'était très rapide. J'ai pris Twitter. J'ai cherché qui étaient les personnes qui faisaient des projets intéressants et je tombais sur David Cohen, donc, qui était au collège Verton. Et j'ai envoyé un message en disant, voilà, on envoie une bouteille dans la mer et voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, une semaine après, on s'est rencontrés et on était en mode projet. Très bon contact avec son inspectrice, donc tous les projets ont pu aller très très bien, mais on est aujourd'hui dans une dynamique dans laquelle on a un pouvoir d'interconnexion qui est vraiment très fort, et c'est très chouette de voir aussi comment les systèmes éducatifs repèrent un enseignant innovant et les réassocient par la suite au réseau Canopé. On va voir qu'est-ce que ça va être par la suite voilà, des transformations. Mais c'est très intéressant de voir comment l'ouverture avec laquelle aujourd'hui on se trouve. Donc, un des éléments que je vais vous présenter, c'est un projet dans lequel David, mais aussi d'autres enseignants, aussi bien au Québec qu'en France, aussi bien les Dom-Tom, donc à Martinique, que du côté de Nice, on a fait donc un projet de maquettage des villes qui se veut également un jeu. Okay? Donc, les labos, au fait, on a une approche humaniste des technologies. Donc, je vous dirais, j'avoue, quand je commençais ma carrière, j'étais très technophile. Donc, à penser que les numériques pouvaient répondre à beaucoup voilà, diffuser les savoirs, faire des cours en ligne accessibles à tous. Voilà, cette idée que les numériques allaient sauver l'éducation par certains aspects. Donc, on a envie d'y croire. Okay. Mais avec les temps, ça a été toute une suite d'échecs, de frustrations et de déceptions sur lesquels, en fait, il y a eu beaucoup de projets qui ont échoué, beaucoup de recherches qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Et donc, aujourd'hui, c'est un moment chouette qui est un moment dans lequel on ne croit plus que le numérique va résoudre les problèmes, parce que les problèmes, comme le disaient nos collègues, sont ailleurs. Donc, parfois, c'est des problèmes d'attention, c'est des problèmes autres, que ce n'est pas par les numériques qu'on va résoudre, mais on a aussi une connaissance plus approfondie de quels sont les quelques usages du numérique qui pourraient être intéressants pour apprendre. Donc, on est dans un bon moment où on a passé un petit peu les sarampions initiales de la technophilie, et on commence à être dans une approche dans laquelle on peut se poser la question de quels sont les usages du numérique qui peuvent être intéressants en classe. Okay? On a travaillé autour du jeu, donc dans cette approche très large et dans une approche participative, c'est-à-dire comment également les jeux peut être un élément qui réunit des générations. Donc, avec cette idée très ancienne qu'un jeu de table peut être joué avec l'écran, les petits, donc que par le biais des règles simples d'engagement, on peut faire interagir ensemble des personnes de différents âges et de différents horizons. Okay? Donc, les labos, si vous venez nous voir, donc on est à Nice, certains sont déjà venus parmi vous. Donc, on est situé à l'ESP, donc prochainement INSP, ou on ne sait pas. Donc, on va mettre un panneau, un message variable. Okay. Et on est dans un écosystème, donc cet écosystème est à la fois bouillonnant et bougeant. Donc on a collaboré avec les collègues d'ICRID sur la création des villes. On est avec les collègues de Canopé également sur les projets Crée ta ville, et on est aussi au sein d'une université. Donc face à ça, on est en tension permanente, parce que à la fois
On est dans la recherche, donc à avoir des méthodologies, des manières de faire qui sont des approches de recherche, mais à la fois sur les terrains, car c'est les terrains qui a les derniers mots, et donc quelque chose qui peut être bon côté recherche si les enseignants, vous voyez que ce n'est pas possible de les mettre en place, donc ça reste des idées qui ne vont pas sur les terrains. Donc on est volontairement une unité de recherche qui est très ancrée sur les terrains. Okay. On fait beaucoup d'approximations, donc il y a certains aspects où certains collègues chercheurs nous disent mais pourquoi vous avez fait des ateliers de microcontrôleurs ou pourquoi. En fait, on est vraiment dans une démarche d'exploration, donc pas tout ce qu'on fait dans l'unité de recherche sert à répondre à des questions de recherche. On se met en mode apprentissage permanent, donc ça veut dire que parfois on va aller en dehors des périmètres de recherche sur lesquels on est situé pour aller explorer quels sont des éléments qui se trouvent à côté et voir également quels peuvent être les potentiels. Hein. Donc ça, c'est un élément également qui est très constituant des activités qu'on fait. Et ce projet-là, donc avec Crétaville, c'est un projet qu'on a commencé en bas d'une bibliothèque à Québec, donc on nous prêtait un espace, et c'est un projet dans lequel on engage les participants, que ce soit des petits, des grands, tout le monde est bienvenu, à créer des maquettes des villes dans lesquelles on combine à la fois des technologies robotiques, de robots qui vont se balader à l'intérieur, que du matériel très low cost pour modéliser la ville. Quel est le but? Le but, c'est d'engager les élèves dans une démarche créative dans laquelle ils s'approprient de leur territoire. Hein? C'est-à-dire, donc, on va modéliser les quartiers, on va modéliser l'école, on va modéliser un espace qui leur est propre, mais aussi on va réfléchir comment cet espace pourrait évoluer. Comment vous imaginez cet espace? Dans les cas de David, c'était Antibes. Et donc, on s'est dit, pour ne pas brider les élèves, on va faire Antibes dans 300 ans. Ça, c'était une manière de mettre de côté les personnes qui allaient se poser des questions sur la possibilité d'avoir ce type de solution. En situant les projets dans 300 ans, ce qui est intéressant, c'est qu'on situe même l'élève après sa mort. Donc, on lui dit, voilà, le monde n'est pas centré sur toi uniquement. Les décisions qu'on doit prendre, ce sont des décisions qui doivent impacter sur des générations et des générations. Et donc, on te demande de projeter, donc faire de la géographie prospective dans un horizon de 300 ans. Et ça veut dire aussi que parce qu'on se situe dans le futur, on se donne l'opportunité de réfléchir à des solutions qui peut-être aujourd'hui ne sont pas possibles. Okay. Donc, ce qui est très intéressant dans cette démarche-là, c'est que les élèves viennent avec des solutions qui, pour nous, connaît déjà avec des schémas de fonctionnement, une orientation performance, une volonté de bien faire, donc tout un ensemble d'éléments avec des solutions que nous, on n'a pas envisagées. Okay. Donc ces projets-là prennent des formes très très différentes. Donc là, avec David, ça avait été s'est projeté autour d'Antibes dans les futurs. Au Québec, les collèges Beaubois, donc ce qu'ils ont fait, c'est travailler sur les villes européennes et leur patrimoine avant de les visiter. Donc, construire, c'est faire une modélisation avant de visiter la ville. Qu'est-ce qui se passe une fois on a une maquette? En fait, on a un tapis des jeux. Et donc, ça veut dire que là-dedans, les élèves peuvent se donner des défis. Donc, par exemple, des défis de déplacement pour qu'un robot il aille jusqu'à une autre place de la maquette. Okay? Et donc, on est en train à la fois on a construit un espace et dans cet espace-là, on va se donner des défis qui sont en lien également avec des objectifs du programme. Donc, la ville étant un système complexe, on a ici un point d'entrée très large sur différentes matières et sur une possibilité donc d'aborder les différentes thématiques de différentes disciplines par les biais d'une construction commune qui ont fait les élèves. OK, apprendre par les jeux. Donc, vous avez les portails, donc, qui, en fait, souvent, certains enseignants qu'on retrouve à l'ESP, ils se disent, oui, est-ce que les jeux... Et parfois, ils s'autocensurent. Donc, ça fait du bien de penser, voilà, non, il ne faut pas s'autocensurer. L'apprentissage par les jeux, si on pense que les jeux n'est pas sérieux ou que c'est une perte de temps, ce sont des a priori. Mais un enseignant, justement, son rôle, c'est arriver à mettre en place des situations
qui peuvent répondre à des mécaniques des jeux, donc des coopérations, des compétitions, de progression par les biais des différents niveaux. Et ça, ce sont des éléments qui peuvent vraiment s'intégrer dans une dynamique de classe. Donc, il y a plein d'exemples. Et dans les ateliers de cet après-midi, il y a des très belles réalisations qui seront présentées. 4 éléments qu'on retrouve dans cet apprentissage par les jeux. Un, et peut-être le plus important, c'est une posture, c'est un positionnement dans lequel on souhaite que l'élève il ait une expérience positive d'apprentissage. On s'autorise les plaisirs d'apprendre. On veut que l'élève soit engagé, qu'il soit dans les jeux d'une manière engagée, immersive. Donc, cette expérience positive d'apprentissage, c'est une intention ludique qui est très forte et qui fait point commun entre les différentes activités d'apprentissage par les jeux. Elle est centrée sur l'apprenant, donc que l'enseignant, nous, on y dit plaisir ou pas, ça c'est une autre chose. Nous, on est là pour orchestrer la situation, mais c'est avant tout une activité centrée sur l'apprenant. Dans une zone proximale de développement, donc il ne s'agit pas de faire trop complexe ou trop facile. Donc, vous connaissez donc cette flow de Csikszentmihalyi, donc dans lesquels on sait que jouer, c'est se situer dans cette idée de progresser, mais dans une marge dans laquelle c'est ni trop compliqué, ni trop facile. Mais on se sent à l'aise pour progresser à l'intérieur de cet environnement. Et c'est aussi d'avoir des objectifs, donc à savoir quel va être notre objectif dans les jeux et quelles sont les règles de jeu explicites. Okay? Donc, on joue dans les cadres d'un système de règles et c'est ça qui fait qu'on est dans un jeu. Là-dedans, ça prend beaucoup de formes différentes, donc les jeux sérieux éducatifs, comme par exemple la mathématique, les cafés des matadors, ou plein d'autres. Donc, il y en a énormément, notamment dans les domaines des mathématiques. Des usages pédagogiques d'un jeu numérique sans intention pédagogique, donc on peut détourner un jeu qui n'a pas été conçu pour l'éducation, mais dans un but de l'intégrer dans une séquence. Donc, par exemple, si dans Fortnite, les côtés Odyssée, on s'est dit, bon, parce qu'on va travailler l'architecture grecque, donc on va utiliser une séquence ou une expérience de ces jeux pour travailler certains éléments, on est en train de détourner, d'utiliser les jeux comme un objet d'apprentissage de la même manière qu'on utiliserait un journal ou on utiliserait un autre média. Avantage de cette approche, ça peut parler parce que ce sont des références que certains des élèves ont, donc ça permet de s'accrocher à quelque chose qui est concret et réel pour eux. Et en même temps, c'est à nous, en tant qu'enseignants, d'orchestrer de quelle manière on est en train d'utiliser ces jeux pour servir les objectifs d'apprentissage. Donc, il ne s'agit pas de jouer à un jeu qui n'est pas éducatif, il s'agit d'utiliser comme prétexte ces jeux pour arriver à nos objectifs. Angry Birds pour travailler les mouvements paraboliques. Il y a plein d'exemples de comment les jeux qui ne sont pas conçus pour l'apprentissage peuvent être utilisés. Ceux qui ne jouent peu ou qui se disent que vous jouez à des choses que vos élèves ne sont pas habitués. Une manière également, c'est de présenter aux élèves, de dire, voilà, je veux que vous me trouvez des exemples dans les jeux auxquels vous jouez. Okay, par exemple, des fonctions linéaires. Okay? Pensez dans les jeux auxquels vous jouez, quand est-ce qu'une fonction linéaire a été utilisée. Okay? Donc, il s'agit également de leur faire connexion entre ce qu'ils apprennent et ce qu'ils vivent. Pourquoi? Parce que pour faire des jeux vidéo, il faut beaucoup de connaissances, et beaucoup de connaissances, notamment également sur mathématiques, programmation, physique, etc. Donc, il y a également, peut-être vous ne connaissez pas les jeux, mais c'est à eux de trouver des exemples, okay, pour déchiffrer quels sont les liens entre les connaissances du programme et les jeux auxquels ils jouent. Et un troisième, et c'est celui-là qui me semble le plus, avec un potentiel le plus important, qui est la création de jeux. Okay? Qu'est-ce qui se passe très souvent quand on propose des jeux en classe? Et moi, je me suis confrontée très souvent à cette problématique. En tant que chercheur, on a souvent des budgets limités, donc on crée des jeux qui, en fait, finalement, nos élèves ou nos étudiants nous disent c'est pourri, c'est pas un jeu. Et ça nous est déjà arrivé. À tel point de ne pas pouvoir publier ça comme un jeu, parce que qui dit que c'est un jeu? C'est les joueurs.
Donc, ce n'est pas suffisant que nous, on ait une intention ludique ou qu'on ait une intention de faire jouer. Donc, nos jeux sont tellement mauvais, sont tellement en décalage avec leur culture, qu'une manière également de dépasser cet élément-là, c'est se placer en mode co-création. Okay? Donc, on souhaite construire un jeu pour comprendre le déroulement d'un événement historique. Go! Okay? Donc là, on se place ensemble sur la même démarche, on va construire ensemble un jeu. Okay? Et vous, comme enseignant, vous avez l'expertise du contenu, vous êtes les directeurs des connaissances, les directeurs de l'univers de ces jeux-là, mais vous mettez au défi aux élèves de construire ces jeux. Qu'est-ce qui se passe si c'est pas bon? C'est quand même leur production. Okay? Donc, ça vous place aussi dans une autre situation. Donc, les jeux très anciens, donc, on a toujours joué. Donc, il y a des jeux qui sont tracés depuis les débuts des civilisations. Et c'est quelque chose qui était même volontairement utilisé dans un but d'apprentissage, dans l'entraînement au cours de certaines guerres pour entraîner les soldats à les stratégies. Donc, cette volonté d'utiliser les jeux comme un moyen de développer des compétences, des stratégies, des compétences d'estimation des probabilités et autres, c'est quelque chose qui a déjà été très utilisé. Sauf qu'aujourd'hui, quand on pense jeu, on pense souvent jeu numérique. Okay? Jouer est une manière d'explorer un micro-monde de ses règles. Donc, les jeux symboliques, les enfants jouent énormément pour s'approprier des rôles qu'ils ont les adultes de la société. Et ce jeu-là, il est essentiel. Il faut qu'ils se mettent à la place d'eux pour appréhender une situation. Donc, jouer, faire des jeux de rôle, qui peut être des jeux de rôle professionnels, est également une mécanique très forte pour jouer. En psychologie, une des choses qu'on a parfois un peu de mal, c'est justement toutes les théories d'apprentissage. Une dynamique qui a très très bien marché, souvent, ça a été d'engager les étudiants dans une démarche de jouer. Tu vas jouer Piaget, et tu vas jouer Vygotsky, et tu vas jouer Papert, et tu vas jouer... Donc, et on va faire vraiment un combat d'idées. Okay? Donc, quand ces élèves-là doivent jouer un rôle en s'appropriant des idées des auteurs des différentes théories, ils sont confrontés de manière différente à ça que quand on fait un cours dans lequel on explique ces différentes théories et ces différents courants. Okay? Donc, et on peut voir de manière encore plus intéressante, c'est qu'on voit les éléments qui n'ont pas été compris. Parce qu'en agissant comme Papert, mais ne disant pas quelque chose que Papert aurait dit, on peut également retracer les éléments. Donc, ce sont des mécaniques très puissantes qui ne doivent pas être reléguées à la petite enfance. On peut jouer à des jeux de rôle jusqu'à l'université, en entreprise et au-delà. C'est vraiment un des éléments qui sont parfois sous-utilisés en éducation. Et après, c'est les jeux en mouvement, donc avec la tendance également de escape games et tous les jeux ou apprentissage de la programmation par le biais des activités débranchées. On utilise notre corps, donc cognition incarnée, pour comprendre, pour apprendre. Et ça, c'est des éléments sur lesquels on a un défi parce qu'on est dans des classes, donc il faut souvent sortir de la cour d'école ou utiliser d'autres espaces ou utiliser les couloirs. Mais il y a également le fait de jouer avec son corps de manière incarnée, qui est également un élément d'une grande puissance sur lequel il y a de plus en plus d'études dans lesquelles on voit qu'apprendre en utilisant son corps est également quelque chose de très, très, très puissant, même plus puissant que l'apprentissage qui est fait assis. Hein? Donc ça, c'est un autre des mécanismes sur lesquels ça vaudrait la peine explorer. Okay? Sur les jeux, et ça a été évoqué aussi dans la période des questions, donc les jeux actifs versus les jeux constructifs. Donc quand on joue, on est en interaction, mais on n'est pas toujours dans un mode de création, de construction. Okay? Et c'est peut-être ce mode-là, notamment en éducation, qui peut apporter des éléments. Quand on voit qu'est-ce qui a été fait en Minecraft autour des compétences de construction, de géométrie, de rotation spatiale ou autre, c'est parce que les élèves ils étaient en mode construction. Okay? Donc, ils étaient actifs dans leur démarche de construction des apprentissages. Donc, les jeux n'est pas a priori bon ou mauvais, ça dépend de l'engagement cognitif et l'engagement créatif que l'élève va avoir avec les jeux. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire avec les jeux? Est-ce que c'est juste
avancer avec des réflexes moteurs sur une plateforme de jeu de type platformer, ou est-ce que vraiment on est en train de l'engager à construire quelque chose sur lequel on peut lui faire un retour? Par exemple, construire une ville ou un bâtiment historique sur Minecraft ou sur une autre plateforme, ou aller sur un univers de type Second Life, donc dans lesquels ils vont jouer des rôles par rapport à une situation professionnelle. Donc il s'agit de réfléchir les jeux sur quel est le degré d'engagement cognitif sur les jeux. Là-dedans, donc, expérience ludique, donc, on voyait, donc, c'était un des éléments requis, et les apprentissages réalisés. Donc, malgré tout, et malgré tous les efforts, même si l'expérience ludique est là, les apprentissages ne sont pas toujours là. Et il y a dans les méta-analyses des dernières années, ce qui ressort, c'est qu'on n'apprend pas forcément plus avec les jeux. Et ça peut être très décevant, notamment pour les éditeurs de jeux sérieux éducatifs ou autres. Mais il y a plus de plaisir d'apprendre. Donc là, se pose la question de dire, OK, peut-être on n'apprend pas nécessairement mieux, mais il y a plus de plaisir d'apprentissage. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, il y a un élément qui pose question. Okay. Et les jeux sérieux, là, ils commencent à avoir une nouvelle dimension. Donc ça, c'est quelque chose dans les derniers travaux qui optimisent les jeux par rapport à des modèles de tâches et modèles d'apprenants, dans lesquels on va aller de plus en plus sur des jeux dans lesquels les jeux vont pouvoir s'adapter en fonction du modèle des tâches. Ça, c'est tout un volet plus apprentissage machine, connu parfois sous les mauvais termes d'intelligence artificielle, mais qui va pouvoir permettre d'avoir des modèles de l'élève et des jeux qui vont pouvoir s'adapter. Mais on est encore très loin, et on est encore très loin des modèles des tâches et des modèles de l'élève. Pour ne pas parler de la difficulté de modéliser quelque chose d'encore plus complexe, qui est les modèles de l'enseignant. S'il y a quelqu'un qui a peur d'être substitué un jour pour un robot, je ne pense pas. Non. Soyez rassurés, c'est peut-être un des métiers les moins robotisables, parce que l'activité qui fait un enseignant dans la classe, elle comprend tellement de dimensions et tellement d'insights, tellement d'éléments à tenir en compte qu'on ne réussit pas à la modéliser. Okay? Donc, si vous êtes dans un métier qui, à mon avis, va durer longtemps, donc d'autres, on a à se faire de soucis, mais les métiers de l'éducation, notamment plus c'est petite enfance, plus moins il y a des risques. On est dans des contextes dans lesquels la modélisation du rôle d'enseignant, on n'est pas capable de la faire correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on aurait des jeux qui s'adaptent à l'apprenant et qui permettent de lui proposer une activité en fonction de ses résultats, vous, en tant qu'enseignant, vous êtes clé pour décider quand est-ce qu'on joue, avec qui on joue et comment on administre ces jeux. Donc, l'enseignant, vous êtes vous qui devez garder le contrôle de tous ces éléments. Et pourquoi j'introduis ces éléments-là? C'est parce qu'il peut y avoir une tendance que certains jeux qui deviennent très populaires, donc NetMaths ou d'autres choses, viennent se substituer à certaines progressions. Je pense que là-dedans, il va falloir qu'on soit très vigilant pour prendre conscience que le rôle de l'enseignant, il n'est pas substituable. On n'a pas de modèle assez bon pour substituer l'enseignant. Et que malgré l'évolution de ces jeux-là, notamment dans les domaines des mathématiques ou de ce type de domaines plus modélisables, il faut que vous soyez là, notamment pour gérer la diversité des élèves. OK ? Et on vient jusqu'à la conclusion, donc qui va être les gâteaux à la carotte. Mais avant les gâteaux à la carotte, les brocolis couverts de chocolat. Okay, que certains d'entre vous, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu cette métaphore. Okay, et d'autres la comprennent très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait parfois avec les jeux? Et ça, c'est une mauvaise approche. On considère que, voilà, il y a quelque chose que les élèves ne vont pas aimer. Donc, ça, c'est un a priori, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui aiment beaucoup d'éléments, si complexes soient-ils. Et qu'est-ce qu'on fait avec les jeux? Parfois, on les couvre des chocolats, ça veut dire qu'on va rajouter des points, ou on va ludifier, on va rajouter quelques mécaniques. Mais là, c'est une approche dans laquelle, en fait, si on tient compte de ça d'un point de vue de décharge cognitive, c'est pas bon. Parce que pas simplement il faut apprendre, mais en plus, il faut jouer. Donc là, du coup, on est en train de perdre un peu de son temps et un peu de son énergie, parce qu'on doit à la fois
développer des apprentissages et à la fois comprendre les règles du jeu et jouer. Okay? Donc ça, c'est une approche basique dans laquelle on voit certains mini-jeux notamment, dans lesquels, en fait, ce sont des mini-jeux dans lesquels il faut répondre à certaines questions pour faire avancer des éléments du jeu. Okay? Mais là, on est vraiment dans des choses totalement dissociées et que, pareil, les élèves sont super critiques à cet égard. Qu'est-ce qu'il faudrait, donc ça c'est l'autre métaphore qui est très utilisée dans la communauté des designs de jeux, c'est arriver à faire des gâteaux à la carotte. Et les gâteaux à la carotte, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à la fois bon et qui est à la fois agréable et qui nous fait du bien également. Okay? Donc comment arriver à créer des situations d'apprentissage qui sont à la fois engageantes, dans lesquelles l'élève il se trouve dans un niveau de progression dans lequel il peut être en état de flow, tout en étant dans une situation dans laquelle on ne cache pas qu'il y a des apprentissages. On assume pleinement qu'il y a des apprentissages et que c'est quelque chose de positif. Donc ça, c'est les défis. Et ça, la cuisine des gâteaux à la carotte, ça, ce sont les enseignants qui savent la faire. Donc c'est à vous de voir quand est-ce qu'on est en train de vous proposer du brocoli couvert de chocolat ou quand est-ce que vous, avec les éléments que vous avez autour de vous, vous pouvez créer des situations des gâteaux à la carotte. Okay. Donc, sur les apprentissages, on a fait 15 idées d'activités. Donc, on les a mis en ligne donc avec quelles sont les mécaniques des jeux qu'il y a derrière ces activités-là. Donc, l'exploration créative, un système d'évolution par points. Donc, cette guide-là, vous le trouverez sur Internet. On a décrit également quelles sont les compétences transversales qui sont travaillées par les biais de ces activités-là et les domaines disciplinaires. Donc, c'est tout un ensemble d'activités qu'on situe dans une approche technocréative dans lesquelles, en fait, le but, c'est passer d'une consommation interactive dans lesquelles l'élève il a juste à télécharger une application ou aller sur un jeu dans lequel tout est fermé, mais dans lesquelles on l'engage dans une démarche de création soit individuelle, soit en équipe, soit co-créative. Dans ces activités-là, les rapports à l'erreur, donc ça a été déjà abordé. Donc, on trouve voilà, justement que c'est un aspect qui est très important. Donc, dans les jeux, c'est avant tout une situation dans laquelle on permet l'élève explorer et se tromper. Donc, ça, ce sont des éléments. C'est à vous également de situer la situation d'apprentissage comme une situation dans laquelle on peut apprendre des erreurs. Okay? Et donc, cet élément de jeu, pas uniquement pour acquérir de connaissances, mais comme un élément pour développer des stratégies. Okay? Et cette piste-là, donc, dans laquelle, pareil, vous avez différentes classes qui sont en train de travailler sous cette approche-là, qui est celle de créer une maquette, donc, comme tapis de jeu, pour par la suite décliner tout un ensemble d'activités qui vont permettre donc, à engager la classe dans des approches ludiques d'apprentissage dans lesquelles on apprend, mais on vise également une intention ludique. OK, donc merci de l'attention. Merci beaucoup pour cette intervention. On va refaire comme tout à l'heure. On va vous proposer de poser des questions. On a encore un bon quart d'heure de temps pour faire des questions-réponses. Alors, qui est le premier ? Merci beaucoup pour votre intervention qui était très riche. Et la question que je me pose est la suivante. J'ai eu l'occasion de faire travailler des élèves plusieurs fois sur des jeux sérieux et j'ai constaté qu'il y avait au moins 3 conditions. Il y en a certainement plus, mais au moins 3 conditions pour qu'on arrive à faire apprendre les élèves. La première, c'est que les objectifs d'apprentissage soient clairement définis dès le départ et qu'on ne perde pas de vue ça. La deuxième, c'est qu'on accepte que l'élève joue, et pas joue comme on a envie qu'il joue, mais joue réellement. Et la troisième, c'est qu'on fasse une structuration des connaissances acquises par un débat, mais en tout cas qu'il y ait un moment où il y a un véritable échange sur ce que l'on a appris. Parfait.
Merci. En fait, tout à fait. Les moments d'institutionnalisation, donc comment quelque chose qui a été travaillé dans un média doit vraiment s'inscrire et on doit les faire explicites, revient de manière très importante. Donc, aussi bien au départ, donc rendre très explicite, et également très important pour que les élèves, il y en a certains qui ne veulent pas non plus perdre leur temps, notamment au secondaire ou au lycée. Là, c'est encore, elles sont encore plus orientées performance. Donc, il est très important qu'on explique la démarche pour faire adhérer et puis qu'on revienne. Totalement d'accord. Une autre question? Oui, merci Margarida, effectivement, pour ce panel et ces démarches qui sont effectivement des démarches et qui permettent, je voudrais réinsister sur ce que vient de dire le collègue, véritablement tout ce qu'on voit et ce que je peux aussi voir au niveau du groupe de travail européen qui a dédié un peer learning activity au jeu à Luxembourg il y a quelques jours de cela. C'est les mêmes questions, c'est est-ce qu'on apprend l'efficience de l'apprentissage avec le jeu et le même constat. On n'apprend pas forcément mieux, beaucoup plus, mais avec beaucoup plus de plaisir. Donc ça, je confirme côté européen également ces éléments-là. Et l'histoire de entrer dans le jeu, sortir du jeu, tout en laissant jouer pendant le... Voilà, et en acceptant de s'effacer. On le voit dans toutes les mécaniques et on le voit quand tu disais par rapport au lycée, j'ai en tête ce qu'on a sur une autre plateforme qui s'appelle la plateforme Étincelle, Canopée, pour la culture technologique et industrielle, où on est venu nous demander de faire des mini-jeux, enfin, de faire un grand jeu à la Ubisoft sur la conduite de projet. Et en réalité, on a proposé tout un tas de mini-jeux sérieux qui peuvent se jouer dans un temps de classe, qui peuvent se programmer, etc. Et qui permettent, notamment autour de la ligne à construction grande vitesse, j'invite les uns et les autres à tester si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ce sont des jeux qui permettent à la fois de toucher différents secteurs. Les jeux LGV sont en fait disponibles sur les stores. Et c'est cette idée d'entrer, d'échanger. Et on a avec des lycéens ici, enfin, il y a quelques vidéos que je peux te passer s'il n'y a pas un... Voilà, qui montrent tout cela, quoi. Ça Ouais. va dans le même sens. Des interactions de quelques minutes, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on a des enseignants qui ont des questions? Aucune? Des enseignants qui ne sont pas d'accord. C'est le moment de réagir. Il y avait un collègue là. Oui. Bonjour, merci. En vous ayant écouté, vous avez apporté plein de réponses à plein de questions que nous nous posons avec notre équipe pédagogique en collège. Nous fabriquons actuellement, dans le cadre d'une liaison CM2 6e, un jeu de mathématiques de cycle 3, un jeu de plateau en réseau qui utilise la réalité augmentée. On a pu avoir des temps de construction, de co-construction. On se réunit en ligne et en physique dans les établissements. J'ai encore plein de questions et je récupérerai vos coordonnées pour adresser différents mails et que vous puissiez me donner quelques pistes parce que parfois on est un peu seul dans les établissements. Voilà. Okay. Ouais. Avec plaisir. Ouais. Et ce que je note, c'est cette démarche de co-construction. Je pense que c'est un élément qui est à la fois très complexe, mais qui est très puissant pour nouer peut-être même les liens entre primaire, secondaire et d'autres. Alors, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le côté développement. Et je vais peut-être dire un gros mot, mais quel modèle économique il y a derrière ça? Parce qu'en fait, on sait que si on veut faire un jeu et que les gens jouent, il faut qu'il soit un petit peu, qu'il soit beau, qu'il donne envie. Donc, comment ça se passe, toi, à ton niveau? Est-ce que tu arrives à solliciter des gens? Et est-ce que tu as des entreprises, par exemple, qui le font gratis, entre guillemets? Oui. Alors, donc, en fait, avec les temps, on est allé au modèle low cost. Ça veut dire low cost et en même temps conforté par qu'est-ce qu'on voyait. On s'est mis à co-construire avec des plateformes ouvertes. Donc, c'est d'aller à l'université à un des cours. Donc, ça a été avec Unity, donc ou avec des game salad ou des plateformes un peu plus orientantes, parce qu'il y a déjà des templates de jeux, etc.
Et puis à l'école, c'est de Scratch, d'autres éléments. Mais plus ça va, plus on se dit, ce qui compte, c'est la démarche. En fait, les résultats, il est pas extraordinaire, hein, ce qu'on arrive à faire, mais c'est plus la démarche de co-création qui est intéressante. En fait, les côtés analyse de la situation, qu'est-ce qu'on peut construire, analyser qu'est-ce qu'il nous faudrait si jamais on le ferait d'une manière professionnelle. Donc, je dirais qu'on a abandonné, en tout cas, dans les derniers travaux que nous on a fait, on a abandonné l'idée d'avoir des jeux qui soient assez bons pour que les élèves, pour que ça puisse faire concurrence. Et donc, on a adopté plutôt l'autre stratégie, c'est les engager avec nous dans la galère de faire un jeu qui tienne la route. Donc, c'est les faire partenaires de cette difficulté. Hop, ici, oui. Alors, toujours dans cette idée de co-création, co-créativité, il y a un projet qui est en train de démarrer là, dans un département voisin du Lot-et-Garonne, qui va impliquer 9 collèges, avec une idée de construire justement un jeu vidéo. Un jeu vidéo, donc c'est un projet qui est porté par Ubisoft, qui est une entreprise canadienne que tu connais bien. Et j'aurais voulu savoir justement, est-ce que lorsque tu étais au Canada, tu as eu l'occasion de travailler avec Ubisoft, avec pour but juste de créer ce type de jeu vidéo? Oui, avec Ubisoft Québec, ce qu'ils faisaient, c'est beaucoup de médiatisation. Donc, ils allaient donc dans les lycées, et donc un peu comme a fait Orange avec les supercodeurs. Ça a été plus de mettre à disposition du personnel pour venir démystifier les numériques, mais on ne s'est pas engagé dans des éléments de création de jeux. Donc, ça a été plus de démystifier les métiers, expliquer à quel point bien faire à l'école est important pour arriver à un jour à intégrer une équipe de développement. Montrer les métiers extrêmement diversifiés qu'il y a, mais on ne s'est pas engagé dans une démarche de création. Mais je pense que ça peut être une belle expérience, notamment s'ils sont bien accompagnés par une équipe. Est-ce que les blogueuses ont eu des questions qui leur ont été posées? Non? J'ai une dernière question. Comment on fait pour embarquer les parents? Pour embarquer les parents avec nous? Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des enseignants, beaucoup parlé des élèves, mais il y a une dimension coéducative quand même, parce que quand on est parent et qu'on explique, moi je l'ai fait dans ma classe, et elle me disait, mais pourquoi vous jouez? Oh, oui, tout à fait. Je voulais vous montrer une vidéo, mais peut-être il n'y a pas de temps. On a fait des ateliers. En fait, pour les parents, pareil, les parents sont frontales s'ils ne connaissent pas ce qu'on fait. Et très souvent, et ça en Espagne, on le fait très souvent, c'est les inviter en classe pour les faire galérer avec nous. Donc là, ils se calment assez rapidement. Donc l'idée, c'est comment engager les parents dans cette démarche de co-création. Donc on a fait des ateliers les samedis, open bar. Donc ça veut dire tout le monde peut venir. Et donc là-dedans, parmi ces ateliers, et je ne sais pas si j'ai la vidéo là, on a par exemple un père qui dit, voilà, mon enfant est en train d'apprendre Scratch, il ne veut pas me montrer qu'est-ce qu'il fait, donc je viens à cet atelier apprendre de quoi il s'agit. Donc, moi je dirais que dans tous les éléments de défi frontal, c'est surtout engager la personne, ouvrir la classe, ouvrir la démarche, montrer tout, donc être très carte sur la table pour expliquer la démarche, comme disaient les collègues. En fait, c'est surtout faire comprendre quels sont nos objectifs, donc qu'on n'est pas en train de jouer pour jouer, qu'on a vraiment des intentions. Donc, par exemple, on souhaite développer un plan stratégique, et donc ça, on va les travailler par les biais d'un jeu dans lequel les élèves doivent coordonner différents personnages pour arriver à un but. Donc, mais faire très explicite ces éléments-là pour que les parents ne puissent pas rester dans l'a priori de ces profs, il va être sympa avec les élèves, et donc il leur propose de jouer, mais de comprendre la démarche. Et la meilleure manière de comprendre, c'est vraiment leur faire vivre. Là, par exemple, c'est justement cet parent. Use the Scratch Junior program. So because I like Scratch Junior, I want to learn more about Scratch Senior. I'm just interested in learning a new skill. So.
Donc là, c'est vraiment une communauté totalement ouverte. Il y a à la fois des parents, il y a des enfants, on ne les a pas filmés donc, pour respect. Donc il y a des enfants de 7 ans, des enfants de 8 ans, il y a des jeunes, il y a des personnes âgées qui viennent aussi à l'atelier. Et l'objectif, c'est avant tout de s'occuper d'un problème de la ville. Donc là, chaque équipe dit, voilà, nous, notre problème, c'est qu'il y a un pont en très mauvais état. Et donc, on veut voir comment on peut agir et quelles sont les incidences. Nous, on est très inquiets par cette équipe-là. Ils sont en train de nettoyer le fleuve des déchets plastiques. Donc, ils sont en train d'imaginer à la fois un jeu pour que les déchets soient récoltés. Mais avant tout, c'est surtout une démarche dans laquelle, en fait, les messages, c'est « venez sans rien savoir ». Donc tout le monde est bienvenu, tout le monde peut s'intégrer dans cette démarche-là et on va co-construire quelque chose qui ne va pas être du tout professionnel, mais qui nous aura fait réfléchir sur des problématiques qui nous intéressent. Okay? Et donc on leur fait, là ici ce sont les objectifs, donc on dit voilà on veut travailler storytelling, on veut travailler la programmation, on veut travailler la collaboration et donc on fait une réflexion initiale de dire situez-vous initialement sur cette grille de compétences, à quel niveau vous êtes et puis à la fin de l'atelier, revenez et situez-vous à la fin, hein, comment ça se passe. Hein? Vous voyez, il y a des voix, c'est très... Et qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser? Les couloirs de l'université. En fait, c'est très important que ça soit... Donc, l'élément peut-être qui est clé là, c'est qu'une fois on diffuse ça aussi, quand les parents ou d'autres personnes nous disent qu'est-ce qui se passe, ou des collègues à l'université, est-ce que c'est bien sérieux, c'est que vous êtes en train de faire comme démarche, on leur partage pour expliquer, voilà, quelle est la démarche, quels sont les objectifs, comment ça s'est déroulé. Hein? It's a lot of fun. Donc là, on a eu un petit financement pour les binoiseries, etc. Et après, nous, on est des bénévoles là-dedans, hein, donc dans ce type d'atelier. Mais c'est vraiment une démarche de démystification. Tout le monde qui est intéressé, on lui dit passe, viens nous voir. Donc pareil, une collègue à moi, didactique des mathématiques, disait moi, je ne crois pas à cette mode de la programmation, la robotique, etc. Qu'est-ce qu'on lui a proposé? C'est de venir à un atelier. Et c'est parce qu'elle s'est mise à travailler sur cette démarche-là qu'elle a commencé à voir les dynamiques qui pouvaient être intéressantes. Donc, je dirais que les pas les plus importants, c'est engager les critiques dans la démarche. Merci Margarida pour ton intervention qui était, comme la précédente, incroyable. J'ai quand même une question sur l'apport du jeu dans l'apprentissage. Là, c'est bon, on a compris. Je ne vais pas te poser la question sur les profs, parce que j'ai déjà posé, on va avoir la réponse après, j'imagine. Par contre, sur la fréquence et comment intégrer le jeu, par exemple, dans une semaine de scolarité, dans un mois de scolarité. Est-ce qu'on imagine faire le jeu tous les jours, plusieurs fois dans la journée, ou faire dans la semaine des journées sans jeu, des journées avec jeu? Comment est-ce que ça c'est évalué ou pas? Oui, je vais répondre de manière courte parce que je pense que vous avez tous envie de déjeuner. Donc, je pense qu'en plus, la réponse, c'est les enseignants. Donc, il n'y a pas de recette unique. Moi, je vois les jeux comme la robotique ou d'autres éléments comme des éléments ponctuels, pas des éléments qui visent substituer l'ensemble des éléments. Et il y a des éléments sur lesquels on a besoin d'explications, plus d'enseignements explicites. Donc, il ne s'agit pas de dire ça, c'est meilleur que cette autre approche-là. Et donc, je pense que parfois, en tout cas pour s'introduire, faire juste une séance avec des éléments qui sont déjà bien délimités. Donc, un peu à l'approche comme l'équipe Resnick au MIT, ils disent low floor, high ceiling. On fait un premier pas gagnant, donc très petit, très abordable,
Et on se permet d'aller beaucoup plus loin par la suite. Mais il faut que les premiers pas, ce soit un premier pas très maîtrisé, très, très facile. Limite, les personnes sont en train de dire tout ce pataquès finalement pour quelque chose qui est relativement simple. Okay? Donc, par exemple, une très bonne piste, c'est dans Games for Change. Ça, c'est une dynamique qu'on utilise souvent pour introduire l'apprentissage par les jeux. On demande aux étudiants d'aller choisir un des jeux de Games for Change, un qui les interpelle personnellement dans leurs valeurs, dans leur citoyenneté, et on demande de présenter qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, c'est une familiarisation. Ça permet de voir qu'il n'y a pas que des jeux. Il n'y a pas que des jeux pour s'entretenir, il y a des jeux qui ont une utilité, qui ont été très bien réfléchis. Donc moi je dirais, ce qui est très important, c'est en tout cas pas y aller trop fort au départ et peut-être la première année pour s'assurer que tout le monde comprend la démarche, faire un tout petit pas qui soit un succès avant de commencer à aller beaucoup plus loin. Nous avons encore quelques minutes pour des questions, s'il y a des volontaires. Pour une fois que nous sommes dans une édition où on a du temps, profitez-en. L'année dernière, on en avait frustré beaucoup en interdisant les questions, mais cette année, vous avez encore beaucoup de temps. Parce qu'on ne peut pas aller au collège avant 12h30, donc on est tous... on va rester enfermés ici pendant une demi-heure, donc allez-y. Myriam propose de jouer? Ouais. Oui, enfin, j'ai vu dans un des slides que vous parliez aussi des personnes âgées, parce que là, on est aussi en train de prendre la problématique pour les jeunes, mais il y a toute une dimension du jeu qui est en train d'émerger sur les personnes âgées, et notamment, en fin de compte, pour maintenir l'autonomie des personnes âgées, pour continuer, en fin de compte... S'il vous plaît... On n'entend pas la question, excusez-moi, oui. Il y a un peu de bruit en haut. Non, j'étais en train de dire que là, on aborde le problème du jeu par rapport à l'éducation, aux jeunes, etc. Mais il y a toute une dimension du jeu qui est en train d'émerger aujourd'hui pour les personnes âgées, pour maintenir leur autonomie, maintenir en fonction des fonctions mentales, voire même les développer, maintenir cette autonomie. On voit même qu'il y a une dimension sur les casques de réalité virtuelle où on s'aperçoit qu'on peut récupérer de la mémoire, en fin de compte, au tout premier stade d'Alzheimer. Là aussi, je veux dire, il y a quelque chose, en fin de compte, une connaissance qui est en train d'émerger sur l'apport des jeux vidéo, sur les fonctions cognitives. Et ça, on n'en a pas parlé jusqu'ici. Donc c'est une question, mais une remarque aussi en même temps. Tout à fait. Il y a des collègues, donc Eugene Loss, par exemple, aux Pays-Bas, ou des collègues aux États-Unis qui sont vraiment... il y a la Gerontologic Society, donc c'est la société ludique gérontologique. Donc ils ont créé une association savante autour des jeux pour tout au long de la vie. Donc justement, il y a la question de quelles sont les fonctions exécutives qui peuvent être entraînées, quels sont également les éléments par le biais des jeux d'équilibre ou autres qui peuvent permettre de diagnostiquer, mais aussi accompagner par des exercices avec Kinect ou d'autres éléments. Et il y a aussi un élément très fort, et ça c'est les projets ACT, Aging Communication and Technologies de Concordia. Ils sont très très forts, c'est comment les jeux restent un élément de cohésion sociale et de jeu. Et donc, comment on peut retrouver les parties des jeux, les jeux qui traditionnellement, ça a toujours existé, les jeux de cartes, la pétanque, etc. Comment aussi, par les biais des technologies, on peut faire jouer des familles qui sont éloignées des grands-parents avec des enfants qui ne sont pas à côté. Donc, quelles seraient les dynamiques des jeux qui sont à la fois engageantes pour un petit enfant et engageantes pour une personne âgée. Donc, il y a tout un domaine là, avec plein de travaux intéressants qui est en train de se développer. Oui. Bon, je crois qu'on va conclure, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont partis. Et on vous donnera juste des infos. Ne partez pas tout de suite, on a des infos pratiques à vous donner avant de quitter la salle, notamment pour se rendre au collège et pour les ateliers de l'après-midi. Une dernière question, peut-être hors sujet, c'est l'addiction au jeu. Pourquoi les élèves sont
comme ça? Pourquoi ils passent leur nuit sur les jeux, sur leur tablette? Pourquoi le matin, ils dorment en classe? Si vous avez une idée, c'est peut-être hors sujet. Oui, ça c'est un élément que je n'ai pas étudié, donc je pense que Michael, donc la première intervenante, il en a une spécialité. Donc oui, ça c'est... Oui. Je n'ai pas de réponse. C'est une question que vous pourrez lui poser peut-être entre midi et 2 au collège, puisqu'il y sera. Donc n'hésitez pas à le solliciter. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous arrêter là. Remercier Margarida Romero.